Bonsoir, bienvenue dans le débat de France 24, un débat auquel vous pouvez participer via les réseaux sociaux. La fusillade de San Bernardino en Californie, un acte terroriste. Il a fallu plusieurs jours aux autorités américaines pour le reconnaître. Un homme et une femme d'origine pakistanaise ont tiré sur des travailleurs lors d'un déjeuner de Noël. Bilan 14 morts et 21 personnes blessées. La jeune femme Tashfin Malik aurait prêté allégeance sur Facebook à l'organisation de l'État islamique. Le couple se serait auto-radicalisé. Alors ce phénomène est-il nouveau aux États-Unis? Cet acte terroriste risque-t-il de créer un climat d'islamophobie aux États-Unis avec les toutes dernières déclarations, notamment de Donald Trump? Vous le savez, et on y reviendra dans ce débat, le candidat à la primaire républicaine, qui a appelé le pays à ne plus autoriser les musulmans à entrer aux États-Unis. Le président américain Barack Obama est-il à la hauteur de la menace terroriste? Voilà les questions que nous poserons ce soir à nos invités. À vous, Anne Kratz, bonsoir. Vous êtes historienne, spécialiste des affaires étrangères américaines. Avec nous, Jack Lamar, bonsoir, écrivain, journaliste, auteur de ce roman Postérité, c'est aux éditions Rivage, et vous êtes par ailleurs membre des Democrats Abroad à Paris. Évelyne Josselin, bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes spécialiste du conservatisme américain, chroniqueuse dans la revue Les 4 vérités, auteur de Tea Party, l'Amérique à la reconquête d'elle-même, et c'est aux éditions Jean Picolec. Et d'une minute à l'autre, nous serons en direct de New York avec John Rick MacArthur, il est le directeur de Harper's Magazine, auteur de L'illusion Obama, et c'est aux éditions Les Arènes. Avant de commencer ce débat, on va tout de suite écouter, si vous le voulez bien, le président américain Barack Obama qui a fait une adresse à la nation depuis son bureau ovale de la Maison-Blanche, et il est revenu sur cet acte qualifié de terroriste. On écoute Barack Obama. Il est clair que les assaillants avaient emprunté le sombre chemin de la radicalisation, embrassant une interprétation pervertie de l'islam qui appelle à la guerre contre l'Amérique et l'Occident. Ce que nous pouvons faire et ce que nous devons faire, c'est qu'ils ne puissent plus tuer. Jack Lamar, c'est la première fois que les États-Unis sont confrontés à ce type d'acte terroriste, c'est-à-dire des Américains qui s'auto-radicalisent et qui passent à l'acte. En fait, il y avait des frères Tsarnaev à Boston et ils étaient d'une certaine façon auto-radicalisés aussi. Mais à mes yeux, l'islam, c'est un prétexte pour un nihilisme qui est partout maintenant. Pour moi, il n'y a aucune différence entre les terroristes de 13 novembre et un fou qui entre dans un cinéma ou dans un campus et tire sur tout le monde et puis se suicide. L'islam, c'est le prétexte pour ce nihilisme, cette maladie de l'esprit. Et je ne sais pas comment on traite une maladie globale comme ça. Mais est-ce que les États-Unis ont été choqués? Parce que finalement, ce phénomène-là, on l'a vu beaucoup en Europe, on l'a vu beaucoup en France. Est-ce que les Américains ont été choqués de voir ce phénomène-là, justement, d'autoradicalisation, de loup solitaire, arriver sur le territoire américain? Oui, absolument. Et c'est ça que Trump a exploité dans cette façon diabolique. Le fait qu'ils sont islamistes, ils sont terroristes. Elle est entrée les États-Unis récemment. Trump est capable de jouer avec toute la haine et toute la peur liée avec les assassins comme ça. Alors justement, on va l'écouter, je vais vous donner la parole, Évelyne Josselin. On va l'écouter tout de suite, Donald Trump, qui est donc le candidat à la primaire républicaine. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pour l'heure, les sondages le donnent favori. Donald Trump appelle à l'arrêt total et complet de l'entrée des musulmans aux États-Unis jusqu'à ce que les élus de notre pays comprennent ce qui se passe. Nous n'avons pas le choix. Nous n'avons pas le choix. Évelyne Josselin, est-ce que c'est la bonne réponse de dire aujourd'hui on ne veut plus de musulmans qui entrent sur le territoire américain? Écoutez, c'est ce que pensent la plupart des Américains. En tout cas, c'est ce que pense l'Amérique profonde. L'Amérique profonde n'en peut plus de s'entendre dire à chaque fois qu'il se passe quelque chose que c'est la faute du climat, ou bien qu'il ne faut pas faire d'amalgame, ou bien encore qu'on va lui confisquer ses armes à feu. Donc, ce discours a assez duré. Et je remarque, moi, que l'hystérie collective qui dure depuis les années 2000 se reporte maintenant sur Trump. Il y avait d'abord eu l'hystérie anti-Bush qui a préparé l'hystérie pro-Obama en 2008 et maintenant ils essayent de faire la même chose contre Trump. En fait, Trump, c'est véritablement l'opposé d'Obama. Et c'est un nationaliste, un petit peu à la Andrew Jackson, et il n'y a aucune haine chez lui.
Il ne déteste pas les musulmans du tout. Il est parfaitement capable de faire la différence entre des musulmans qui ont le désir de s'assimiler, qui ont le désir de respecter la Constitution et le mode de vie américain. Mais là, il ne fait pas ce distinguo-là, c'est ce qui est gênant quand même dans ce qu'il dit. Non, il ne fait pas ce distinguo-là, il dit qu'il faut interdire les musulmans d'entrer sur le territoire américain. Oui, mais comme est-ce que c'est pas un discours de haine ? Votre reportage, jusqu'à ce que... Et ça ne va pas demander des années, jusqu'à ce que les autorités y voient plus clair dans les personnes qui entrent aux États-Unis. Et il a bien dit que cela ne concernerait pas les militaires américains d'origine musulmane, et que ça ne concernait pas non plus les musulmans américains qui étaient déjà sur le territoire américain. Sauf, a-t-il dit, il faudrait quand même renforcer la surveillance parce qu'on est quand même bien obligé de constater que ce ne sont pas des loups solitaires, les gens qui ont fait l'attentat de San Bernardino. Ce sont des gens qui étaient apparemment intégrés. Les gens avec lesquels ils travaillaient depuis 5 ans ne se méfiaient pas du tout. Les invitent à une fête de Noël qui les a offusqués et on découvre en plus que chez eux, ils avaient un arsenal militaire impressionnant. Donc, on ne peut pas parler de loup solitaire. Mais on dit loup solitaire, on parle de loup solitaire parce que ce n'est pas un acte terroriste qui a été commandité par une organisation qui leur a donné des moyens. C'est inspiré directement par une lecture, peut-être il y a quand même une nuance. Une lecture perverse, mais en tout cas par une lecture de l'islam. Or, il y a quelque chose de très intéressant. Il y a un mouvement qui vient de se créer aux États-Unis qui s'appelle la Muslim Reform Movement. Et ces gens-là, c'est tout nouveau. Ils ont parlé l'autre jour à la Fondation Héritage et eux, ils soutiennent Trump. Et ils disent oui, il faut absolument que notre religion se réforme, de la même manière que la religion protestante a débuté avec Martin Luther en Allemagne. Ils ont posté sur les mosquées de Washington un édit en réclamant une réforme de l'islam, une réforme profonde. On va en parler justement de la communauté musulmane aux États-Unis. Anne Kratz, est-ce que vous êtes d'accord avec Evelyne Josselin lorsqu'elle dit que le discours finalement de Donald Trump, un discours, je le dis ce soir, cette réaction de la Maison-Blanche qui juge que Donald Trump s'est disqualifié pour la présidence, est-ce que ce discours-là a une résonance dans l'opinion publique américaine ? Écoutez, comme tous les populistes, il nous dit « je vous dis tout haut ce que tout le monde pense tout bas ». Et c'est là où il a tort, parce que tout le monde ne pense pas comme lui du tout. Et en plus, c'est un peu idiot, parce qu'il y a déjà environ 6 millions de musulmans aux États-Unis, dont la très 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 grande majorité sont parfaitement intégrés. Je vous rappelle que, statistiquement parlant, les musulmans américains, pour autant qu'on sache qu'ils sont musulmans, parce qu'on n'est pas obligé de dire quelle est sa religion quand on fait le census national aux États-Unis, ceux-là, statistiquement parlant, sont un petit peu mieux éduqués et un petit peu plus riches que la moyenne des Américains. Pour vous donner un exemple tout à fait parlant, il y a environ 15 000 médecins d'origine pakistanaise aux États-Unis, et la communauté musulmane est très présente dans les professions médicales et dans les professions de la finance, de la santé et de l'entrepreneuriat. Donc ce sont des citoyens américains parfaitement intégrés. D'autre part, moi je suis d'accord avec M. Lamar qui dit que toute cette histoire est tout à fait symptomatique, même historiquement parlant, d'un nihilisme qui est en train d'envahir toutes nos sociétés. Cela dit, il faut quand même remarquer, et ça on ne peut pas le nier, que ces actes de violence sont commis au nom de l'islam. Et c'est là où nous avons tous un problème, et surtout où les musulmans ont un problème, parce que maintenant ça va être à eux de dire et de faire ce qu'il faut dire et faire pour essayer de contrecarrer ce nihilisme au sein de leur propre communauté. Mais en ce qui concerne ce qu'a dit M. Trump, comme je viens de le dire, je suis désolée, mais c'est parfaitement idiot. On a déjà 6 millions de musulmans. Alors, s'il en arrivait quelques-uns de plus, je ne sais pas très bien quelle différence ça ferait. Et puis, de toute façon, c'est tout à fait contre les valeurs et même l'histoire des États-Unis. Et d'autre part, avant que des musulmans n'arrivent aux États-Unis, ils doivent subir une sorte d'examen de la part des autorités de l'immigration qui est extrêmement complet. Bon, on est obligé effectivement de dire que dans le cas de cette jeune femme terroriste, cet examen n'a pas réussi, mais je dirais que c'est presque à l'honneur des États-Unis de ne pas condamner quelqu'un avant que cette personne n'ait fait quelque chose. Ah oui, mais alors il faut arriver à combien de morts pour que les autorités s'émeuvent, à votre avis? Mais les autorités sont très émues, je crois que les autorités sont très émues. Simplement, il est impossible dans un état de droit de condamner quelqu'un avant qu'il ait commis quelque chose. Je suis désolée, mais enfin, ça, c'est... Qui a parlé de condamnation? Qui a parlé de condamnation? Simplement de surveillance. John Rick MacArthur, est-ce qu'il est avec nous déjà, pour commencer?
Non, il n'est toujours pas avec nous. Oui, Jack je Lamar. voudrais retourner à la question de la personnalité de Donald Trump. J'ai vécu à New York pendant les années 80, donc nous sommes très familiers avec le personnage de Donald Trump. Et en 89, il y avait un crime affreux, une jeune femme violée et laissée à mourir dans Central Park. Donald Trump, à l'époque, il a acheté un espace dans le New York Times pour publier une lettre ouverte. Dans cette lettre, il se moquait de sociologues qui disaient qu'on avait besoin de comprendre la criminalité. Donald Trump a écrit « Je n'ai pas envie de comprendre, j'ai envie de haïr ». Et en fait, la haine était au centre de la personnalité de Donald Trump depuis ce jour-là. Je n'ai pas envie de comprendre, j'ai envie de haïr, ça peut être le slogan de sa campagne. Il a lancé la campagne avec une parole affreuse contre les Latinos, les immigrés. Il a dit qu'ils sont des violeurs. Maintenant, c'est des musulmans. Madame a oublié de citer la hystérie anti-Obama. Donald Trump était un des leaders de anti-Obama hystérique quand il a insisté, même après que Barack Obama a présenté son certificat de naissance, que Barack Obama n'était pas un Américain, qu'il est né au Kenya. Donc, il est un messager de la haine, Donald Trump. Et ce qui est bouleversant est qu'il a avancé si loin déjà dans la campagne qu'il est le favori d'un des deux partis majeurs. C'est hallucinant. Evelyne Josselin. On aimerait bien croire vos propos, mais l'ennui, c'est que la haine de Trump, comme vous l'appelez, n'a jusque-là tué personne. Alors que la haine réelle d'une partie, j'ai bien dit une partie simplement, mais vous de la avez dit population qu'il n'était pas musulmane, plein de la haine. Vous avez dit qu'il n'y a pas la haine dans son discours. Non. En fait, la haine est là. Pas du tout. C'est un nationaliste. Il a envie de haïr. Il a dit, il a écrit là lui-même. Il a écrit ça lui-même. Donald Trump dit beaucoup de choses. Et on peut prendre à la lettre ou pas. Donc là, il ne faut pas le prendre à la lettre. Non, ce qui est essentiel, non, le message, oui. Chaque mot, il revient parfois un peu sur ce qu'il a dit, il modifie. Ce n'est pas une qualité présidentielle. Hein? Le président dit des choses, on ne sait pas si c'est vrai ou pas. Il est très présidentiel et surtout comparé à Barack Obama qui véritablement manque de leadership et qui est un président disqualifié désormais, je trouve qu'il est au contraire très présidentiel. Et il s'est démarqué... Et quand il dit par exemple sur les attentats de Paris aussi, quand il dit finalement si les Français avaient eu des armes, ils auraient pu se il ne parlait pas des spectateurs, il parlait pas des spectateurs, il parlait des appariteurs dans le c'est pas très clair quand même ce qu'il a dit. Hein. Il a quand même dit que si les Français avaient eu des armes au Bataclan, ils auraient pu au moins se défendre. Avec les études de John Lott, on cherche sur Google, on trouve tout de suite, il est prouvé que là où il y a des armes, là où il y a concealed carry, dans les États où il est permis de porter des armes, il y a moins d'accidents par arme à feu. Et vous n'arriverez pas à enlever les armes à feu des Américains. C'est le deuxième amendement. Vous n'arriverez pas à leur enlever. Ça fait partie de leur culture. C'est un fait historique. Les gens s'en servent pour la chasse, ils s'en servent pas pour tuer. Ils en ont besoin. Et certains habitent dans des maisons isolées, très loin de toute police. On ne peut pas leur enlever leurs armes, c'est impossible. Donc, à chaque fois qu'il y a ça peut être effectivement le crime d'un dérangé, mais à chaque fois qu'il y a quoi que ce soit, de toute façon, ce sont les mêmes arguments qui reviennent. C'est le climat, c'est les armes à feu. Bon, les gens n'en peuvent plus de ces excuses, parce que ce sont des excuses... En fait, un des grands paradoxes de notre temps est que 90% d'Américains sont pour plus de contrôle des armes à feu. C'est juste leurs politiciens, leurs représentants qui votent contre ça parce qu'ils ont peur de la National Rifle Association. C'est une situation incroyable où 90% du public sont pour quelque chose, mais leurs représentants sont contre. C'est le lobby de la NRA, finalement, qui pèse aussi beaucoup dans ce... Je ne sais pas où vous avez trouvé vos 90%, monsieur. Moi, je sais que la grosse majorité de la population américaine, y compris des démocrates, ne veulent pas qu'on leur enlève leurs armes à feu. C'était après le massacre des enfants à Newtown. Tous les sondages disaient que 90% d'Américains étaient pour le contrôle des armes et ça n'a pas changé. Le statistique n'a pas changé. Au nom de toute la population américaine. Non, je parle pour l'Amérique profonde. Vous êtes en train de dire l'Amérique profonde. Ça veut dire quoi, l'Amérique profonde? Ça veut dire les 30% d'évangélistes qui sont membres du Tea Party. Ce n'est pas l'Amérique profonde. Ce n'est plus l'Amérique profonde. L'Amérique profonde, l'Amérique est un pays diversifié, avec toutes sortes de nationalités, toutes sortes de groupes ethniques. Et le multiculturalisme, ça fait partie
partie des gènes américains. Donc l'Amérique profonde, moi je ne sais pas ce que c'est. Alors l'Amérique profonde, justement, c'est le substrat non seulement anglo-saxon, mais aussi la population noire américaine qui commence, je dois dire, à regarder Trump de façon favorable. Ce sont tous les gens qui sont là depuis longtemps. Vous nous l'apprenez. Mais je ne sais pas ce que vous en pensez. Il faut lire, il faut avoir les bonnes sources. Et c'est sur Google, c'est sur plusieurs... Si Google est une bonne source, alors maintenant... non. Allez, je veux qu'on avance un peu. La question aussi des réfugiés syriens, c'est aussi invité suite donc à cette fusillade de San Bernardino, mais déjà avant, aujourd'hui, Anne Kraat, il y a beaucoup de gouverneurs qui se sont prononcés, notamment des républicains, contre l'entrée justement de 31 gouverneurs. Au moins. Vous dites au moins 31 gouverneurs sur l'entrée justement des réfugiés syriens aux États-Unis. Il y a une vraie peur aujourd'hui de l'autre, une peur des réfugiés syriens. Il y a une peur de l'autre un peu partout dans le monde, en France aujourd'hui, et on a vu avec les résultats du Front National, en Amérique aussi, et ça se comprend un petit peu, si vous voulez, parce que des attentats sont commis, des personnes sont tuées, des crimes atroces ont lieu, et tout ça est revendiqué au nom de l'islam. On ne peut pas le nier, donc ça serait complètement idiot de le nier. Quant aux réfugiés syriens, il y a très peu de chances qu'ils arrivent aux États-Unis de toute façon, parce qu'ils sont très loin physiquement. Et avant même qu'ils n'y arrivent, il faudrait qu'ils passent par un processus de vérification de leur statut qui est extrêmement compliqué et difficile à surmonter. Donc si vous voulez que les gouverneurs, que 31 gouverneurs... Mais ce que vous dites finalement, Anne Kraat, vous dites, Américains, n'ayez pas peur finalement des réfugiés syriens parce qu'il n'y en aura pas beaucoup qui vont venir. Là, vous me faites dire ce que je n'ai pas dit. Mais non, mais... Vous me faites je ne vais pas vous dire ça, mais oui. vous dites, mais finalement, il n'y en aura pas beaucoup qui vont arriver aux États-Unis. Donc c'est... Écoutez, on peut dire qu'on le regrette ou on peut dire que c'est une bonne chose, mais le fait est là qu'il n'y en aura pas beaucoup qui arriveront jusqu'aux États-Unis. On peut parfois le déplorer parce que certains le méritent. Enfin, tous ces réfugiés méritent l'asile quelque part. Les Allemands, dans une heure de ce qui va sans doute rester dans leur histoire la plus noble depuis très longtemps, on dit tout de suite qu'ils allaient en accueillir des centaines de milliers. Bon. 1 million, ils en accueilleront d'ici la fin de l'année prochaine, les Allemands, justement. On va faire une petite pause et je vous donne la parole, Evelyne Josselin, justement, sur le cas des réfugiés syriens. Et puis John Rick MacArthur va nous rejoindre pour la seconde partie de notre débat. Tout de suite, le rappel des titres.